Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ça nous intéresse. Jusqu'où iront les nouvelles technologies? Allons-nous être tous bientôt remplacés par les robots? Ce sont des sujets qu'on retrouvait autrefois dans la science-fiction, mais maintenant, ce sont des questions qu'on pose dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités qui viennent d'horizons très différents. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Neil Larome, fondateur et directeur de l'innovation au Insight AI, une boîte de consultation, éducation et recherche dans le nouvel âge de la transformation digitale avec l'AI générative. Et vous êtes aussi le président de la French Tech à Beijing, une initiative visant à soutenir et promouvoir les entrepreneurs français dans le domaine de la technologie en Chine, notamment à Beijing. Ming David Tao Chen, cofondateur de Qingguang Technologies, doctorant à l'université Tsinghua. Vous avez fait des études en France et aux États-Unis dans l'informatique et vous avez travaillé avant dans l'industrie aéronautique et le secteur de voitures autonomes aux États-Unis et au Japon. Et depuis Maurice Elvin Sunatre, contrôleur financier des projets chez Huawei Maurice. Et Puying est artiste et Li Jiawen étudiante à l'université de Beijing. Bienvenue dans notre émission. Alors, je vais commencer par vous demander de décrire en une phrase votre rapport avec la technologie. Par exemple, je suis inquiète ou je suis plutôt contente. Je vais commencer par Neil. Alors, je viens du secteur technologique, donc je suis très enthousiaste, mais je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs malicieux, donc qui vont exploiter la technologie pour leurs bénéfices. Tant que les gouvernements savent réguler et protéger les citoyens et les entreprises, je pense que tout va bien aller. Il y a énormément de potentiel pour améliorer notre monde. Alors, Ming, aussi dans le secteur de nouvelles technologies, vous êtes aussi très enthousiaste. Je suis très enthousiaste vis-à-vis de ça. Sur les dernières années, on a vu une accélération de tout ce qui se fait en technologie d'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la vision par ordinateur ou plus récemment les larges modèles de langage. Donc, je vois quand même beaucoup d'opportunités. D'une part, venant d'un point de vue de chercheur en technologie, qui vise à pousser les limites de la connaissance, donc un peu utopiste, mais aussi je vois que cette technologie un peu dépasse le périmètre dans lequel elle était initialement destinée à être utilisée. Et donc ça ouvre des opportunités, mais aussi des risques. Que ce soit dans mon domaine de la navigation autonome, des risques de sécurité. Mais comme Neil, tant qu'il y a des régulations, des réglementations qui sont mises en place, je pense que le développement peut se poursuivre de façon assez durable. Elvin. Bon, je suis positif sur les dernières technologies, c'est parce que en ce moment, on devient de plus en plus confortable. Maintenant, des technologies comme DALL-E, des technologies comme ChatGPT et entre autres qui facilitent vraiment notre travail en ce moment. On a plus de temps pour innover, pour prendre soin de nous-mêmes et même. Mais pour faire de tout ça, on a besoin d'une bonne connectivité Internet. C'est sûr que dans des pays vraiment développés comme la Chine, on a une très bonne connexion Internet, mais ça va prendre du temps dans des pays sous-développés comme Afrique, etc. Et je pense que ça va venir très vite. Mais comme c'est l'ère de connectivité, on doit travailler très dur pour donner une bonne connexion Internet dans le monde entier. Ouais. Alors, pour vous trois, je crois que c'est la technologie qui vous offre de l'emploi, donc je comprends l'enthousiasme. Et Puying, vous êtes artiste, donc dans un autre domaine, est-ce que vous partagez aussi cette opinion? Oui, c'est vrai que je suis un artiste visuel, mais globalement, je suis très positif par rapport la progression de la technologie parce que, par exemple, comme tout à l'heure on a parlé, ChatGPT, c'est vraiment quelque chose que maintenant je utilise souvent, presque quotidiennement, pour faire les recherches sur
par rapport à mon travail. Du coup, je pense que, d'après mon observation, maintenant, la vitesse une fois la nouvelle technologie qui avance, les quotidiens, les gens normaux comme moi, je peux tout de suite utiliser et Ah oui. profiter. Je pense que ça, c'est vraiment très, très pratique pour Et moi. est-ce que vous utilisez les outils AI pour vous aider à faire la création, par contre? Oui, par exemple, récemment, je suis tombé dans une recherche sur la peinture traditionnelle de la Chine, mais ma ancien domaine, c'était plutôt peinture à l'huile occidentale. Mais du coup, grâce à ChatGPT, je peux tout de suite faire la recherche sur la peinture traditionnelle de la Chine. Du coup, c'est hyper efficace, un peu comme une très bon assistant de moi. Ah Mais ok, bon. Ça c'est un peu différent que ce que j'ai entendu, que le métier d'artiste va disparaître. On va en discuter un peu plus tard. Et tiens, à l'université, comment les étudiants se portent envers ces nouvelles technologies? Il faut avouer que pour moi, je reste un peu perplexe devant l'apparition des nouvelles technologies. Parce que dans la plupart du temps, on entend que la technologie nous submerge, les inventions inondent notre vie quotidienne. Il nous semble que les gens, nous, les consommateurs, les gens ordinaires, nous sommes plutôt les récipients des innovations avancées, innovatrices. Ainsi, je me trouve dans la plupart du temps un peu perdu le contrôle de ma vie et le monde réel et le monde virtuel se superposent de manière très naturelle qui m'étonne. Ok, on entend un peu d'inquiétude là, donc je vais demander à Neil par exemple, quand Javan a dit qu'il y a ce sentiment d'être submergé un peu par la technologie, et vous avez dit que vous préférez par exemple le présentiel aux communications en ligne, donc vous dites que c'est un choix. Est-ce qu'on a le choix, vous pensez, dans le futur, avec l'avancement des technologies à une vitesse comme ça? Je pense qu'il faut regarder un petit peu ce que disent les boîtes de consultes internationales qui mentionnent qu'il y a l'intelligence émotive, par exemple, est un trait qu'il faut développer dans les prochaines années. Une personne a la responsabilité d'avancer ses aptitudes, ses capacités dans un environnement précis. Donc, que ce soit un artiste ou que ce soit un travailleur qui utilise l'IA générative pour faciliter et pour assister à ses tâches, je pense que les gens doivent savoir ce qui les protégera et leur apportera de la valeur. Donc c'est un domaine hybride. Une personne maintenant doit devenir une personne hybride entre humain et technologie. Ce n'est plus un choix. Et Ming, en fait, je voudrais connaître votre avis, puisqu'on parlait de ça. Par exemple, la voiture autonome. On dit qu'avec la voiture autonome, ton patron peut vous donner plus de travail parce que vous n'avez pas besoin de conduire votre voiture. Donc, votre trajet sur le travail va devenir aussi votre temps pour travailler, en fait. Je pense que c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut ce qu'il ou elle veut de son temps. Après, par exemple, à Google, il y a des bus qui amènent les employés de chez eux au bureau. Et ces bus sont équipés de Wi-Fi. Et donc, les employés, s'ils veulent, peuvent travailler sur leur code, etc. Après, je pense que ça dépend de chaque employeur ou patron de la façon dont il ou elle manage ses employés. Ok. Alors, Elvin, quels sont les progrès technologiques qui vous ont le plus impressionné ces dernières années, surtout en 2023?
Pour moi, les technologies que j'étais plus impressionné en 2023, c'est le AI parce que avec ChatGPT, on a un secrétaire personnel qui est avec nous 24 sur 7. Et avec ça, on peut améliorer notre travail et aussi euh, nous aider constamment, ça nous aide constamment. Il y a aussi l'autonomous driving, les voitures qui roulent soi-même. Et avec ça, on a plus de temps pour travailler, même pour dormir, même pour reposer. Mais Alvin a mentionné votre secteur, là, la technologie, la voiture autonome. Et pour vous, quels sont les progrès qui sont les plus importants? Aussi les voitures autonomes? Pour être plus factuel, en fait, sur la technologie des voitures autonomes, cette année, Tesla a délivré une nouvelle version de leur logiciel qui est le Full Self-Driving. C'est la version 12, je crois. Et cette version, comparée aux autres, considère en fait toute l'expérience de conduite comme une boîte noire, de la perception de l'environnement à la prise de décision jusqu'au contrôle du véhicule. Et donc cette boîte noire, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est pas des algorithmes classiques comme on aurait l'habitude de voir, mais le résultat est que l'expérience de l'utilisateur ou de la personne qui est assise en voiture, la conduite de cette voiture autonome est extrêmement similaire à la conduite humaine. Et dans ce cas-là, des personnes assez expérimentées qui conduisent des voitures. Donc, je pense, dans ce domaine de la conduite autonome, c'est cet aspect qui m'a vraiment le plus impressionné cette année en 2023. Et pour Ying, je vois que vous voulez réagir. Pour moi, il y en a deux choses qui m'ont impressionné énormément. La première chose, c'est la ChatGPT, comme tout à l'heure on a tous parlé, parce que c'est dans ma vie quotidienne, en fait, c'est la première fois, je pense que cet outil vraiment vraiment tout le monde y utilisé. Ça veut dire que il y a ma membre de la famille qui l'a utilisé. Il y a des gens, il y a des amis professionnels, créateurs, l'artiste qui l'a utilisé. Il y a aussi des amis, par exemple, le collègue de lycée. Il travaille dans complètement différents domaines que moi, mais il a utilisé aussi. Ça, je pense que c'est impressionné beaucoup. La deuxième chose, c'est que dans le champ de l'art, plutôt, s'appelle NFT art. Je pense que tout le monde plus ou moins entendu parler parce que pour moi, c'est un moment très important pour l'art parce qu'un NFT d'art, il y a beaucoup de gens de technologie qui, à travers cette section de l'art, qui a commencé à faire expérience sur l'art plastique, en fait. Ça veut dire que la progression de la technologie permet aussi pour inventer la communauté inventer le spectateur de l'art. Parce que normalement, l'art se diffuse dans le musée, dans l'exposition. Mais maintenant, la nouvelle technologie permet la monnaie virtuelle. Il peut regrouper une très grosse quantité de spectateurs sur l'art. Voilà. Donc ça augmente les vendeurs, les acheteurs potentiels de votre œuvre là. C'est ça. Aussi. Et ciao. C'est une des résultats. Ouais. Les premières idées qui me viennent à l'esprit, c'est les technologies de pointe affichées aux Jeux asiatiques de Hangzhou 2023. En fait, dès la cérémonie d'ouverture, je ne pouvais pas cacher mon émerveillement. Le feu d'artifice était entièrement numérique, le premier du genre pour le sportif international, pour un événement sportif international, qui, selon moi, va établir de nouvelles formes et de nouvelles lois. Aussi,
mini-bus sans conducteur. Les trois invités ont également mentionné, ont été déployés sur place pour véhiculer les visiteurs vers les différents sites de compétition. Et ce qui attire le plus d'attention, c'est la technologie robotique. Les robots, des chasseurs d'insectes ont été mis en place dans la rue pour éliminer les parasites. Les robots chiens ont été utilisés dans le stade en vue de envoyer les équipements sportifs. Et aussi, il y avait un androïde qui jouait du piano sur place pour divertir les spectateurs. Oui, je pense que à cette occasion, Ranjo a fait cette rencontre sportive une vitrine pour ces dernières avancées technologiques qui nous impressionnent et nous permet de rendre compte que l'avenir est déjà parmi nous. C'est vrai que vous avez vu tous les spectacles et tout. Je crois que c'est grâce au travail des gens comme Neil, comme Ming. En fait, je voudrais quand même faire une précision, c'est qu'on a mentionné beaucoup ChatGPT. Ça ne doit pas être ChatGPT en lui-même qui impressionne, mais c'est plutôt OpenAI, n'est-ce pas? C'est la technologie qui est derrière, parce qu'il n'y aura pas... C'est une sorte de technologie, n'est-ce pas? C'est pas que ChatGPT. Oui, donc en effet, ChatGPT est une application qui s'appuie sur le modèle de langage GPT-4 maintenant. Mais on a des dizaines de modèles en Amérique et en Chine et un peu en Europe. Ah ben oui, et donc, c'est ce que je il y a constate. une très grosse variété. Une très grosse variété. Et l'impact sur le travail est assez évident, comme on l'a mentionné avant. Les gens l'utilisent tous, mais ils ne savent pas comment gérer leur emploi de façon à pouvoir échapper, être remplacé par l'automation. Donc, il faut vraiment connaître son secteur. L'IA générative ne va pas remplacer tout le monde, elle va remplacer certaines tâches et certaines positions. On a une grosse tâche à accomplir dans le réentraînement et le repositionnement des employés. Ça, c'est un effort qui doit être fait à tous les niveaux, que ce soit à l'entreprise, législatif. Et chaque team leader doit observer son équipe et leur donner les meilleurs cas d'études pour les aider dans leurs tâches. Ouais. C'est vrai que ChatGPT, ça commettre des fautes aussi, n'est-ce pas? Il y avait des fois, c'est pas correct. Il faut pas complètement appuyer sur OpenAI. C'est ça. D'après mon expérience, les hallucinations sont contrôlables si on est très précis. On donne des exemples au GPT. Et donc, on l'entraîne de façon assez basique à comprendre ce qu'on veut. Maintenant, si vous posez des questions qui ne sont pas de votre spécialisation en profession, vous risquez de ne pas pouvoir juger le résultat. C'est ça le danger. Donc, si vous êtes artiste et vous racontez des foutaises, vous le saurez. Si vous êtes professionnel en automation de processus dans une grosse entreprise, si vous racontez des foutaises, vous le saurez. Mais si c'est pas votre profession, vous ne le saurez pas. Et il ne remplace pas le travail d'équipe. C'est pas lui qui dialogue avec tout le monde. Donc, au sein d'une équipe, il faut avoir ce qu'on appelle les soft skills en anglais. Donc, savoir gérer sa communication avec les autres. Et GPT est très limité. Et je trouve qu'au lieu de dire que les avancements de AI vont nous remplacer, j'ai l'impression que ça donne plus de travail à l'humanité pour gérer les choses, pour contrôler les choses. Donc on va un peu avancer là-dessus, c'est que comment ces nouvelles technologies ont influencé la vie de l'un et de l'autre. Par exemple, Ming, c'est la nouvelle technologie, c'est la voiture autonome qui vous amène en Chine pratiquement. Oui, tout à fait. Donc, avant, j'étais aux États-Unis, travaillant dans le secteur de la navigation autonome. Et puis, je suis venu en Chine. Je travaille aussi dans ce domaine-là. Après, il y a une nouvelle branche de véhicules
autonomes qui voient le jour pour rendre les véhicules plus safe. C'est en les connectant ensemble à travers la communication sans fil. Ils échangent les informations en utilisant soit un protocole dédié, soit en utilisant la 5G ou les nouveaux protocoles. Et du coup, en fait, c'est un peu ça qui m'a amené en Chine pour voir en fait quel est le futur des véhicules autonomes. Et on dit plutôt que ces nouvelles technologies, on emploie un mot maintenant, c'est de dire que c'est la révolution industrielle 4.0. Alors par rapport à l'Afrique, Alvin, comment ces progrès influencent l'Afrique? Comme je vous ai dit auparavant, on ne peut pas utiliser, par exemple, les technologies comme les voitures autonomes parce que, premièrement, on n'a pas beaucoup de connectivité d'Internet comme le 5G, qui est le base pour utiliser ces types de technologies. Mais maintenant, les gens utilisent plutôt les technologies qu'on a commencé à utiliser, on va dire, 5 ans auparavant en Chine, comme les paiements virtuels. Maintenant, les gens commencent à utiliser plus souvent, c'est-à-dire pour faire des achats, etc. Et aussi, les gens utilisent plus maintenant les services comme Uber ou les services comme Uber Eats, Delivery, etc. Si vous voulez savoir la technologie en Afrique comment est, vous devez voir la Chine, on va dire 8 ans auparavant. C'est comme ça maintenant. Puyingwei, quel est votre avis? Avant, j'ai interviewé un architecte assez célèbre et il m'a dit tiens, le métier d'architecte va disparaître dans 10 ans, vous allez voir. Selon ce que vous m'avez dit précédemment, je crois que vous n'êtes pas de cet avis, mais est-ce que vous vous sentez quand même un peu menacé par ces émergences de nouvelles technologies par rapport à votre métier d'artiste? Oui, je pense que l'artiste, c'est un métier très difficilement à remplacer parce que à la fois l'artiste lui-même connaît même pas qu'est-ce qu'il va faire dans sa métier en fait. Oui, en fait, je pense que dans l'histoire de l'art, il y avait plusieurs crises par rapport à l'art, par exemple l'aventure de l'appareil photo ou l'aventure de l'abstraction. Mais je pense que l'art, l'essence de l'art, basée sur une pensée spéculative. Ça veut dire que ça va être très difficilement à remplacer. En plus, je pense que même, on dit les êtres humains qui le pratiquent l'art déjà presque 1000 années, mais encore maintenant, on n'est pas à avoir une définition standard sur l'art. Ça veut dire cette l'ambiguïté, c'est plutôt égal la complexité de l'humanité. Du coup, je pense que ça, c'est plutôt pourquoi la nouvelle technologie n'est pas mise en crise par rapport à l'art. En plus, je pense que souvent, la raison pour laquelle on est être touchant par certaines œuvres d'art, c'est parce que ça côté pas si parfait. Par exemple, les œuvres de Van Gogh, on est fasciné parce que il y a aussi sa vie personnelle, sa douleur derrière de ça. Du coup, je vais citer une phrase de l'historien de l'art, Gombrich. Il a dit, en fait, l'art n'existe pas. Il n'y a que l'artiste qui existe. Je pense que ça, c'est énoncer la côté humaniste elle-même de l'art. Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crise. Ok. Et Jiawen, pour les étudiants à l'école, est-ce que vous avez des inquiétudes maintenant par rapport si à la sortie de l'université, vous aurez du mal à trouver du travail ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, mais il faut noter qu'au premier plan, on assiste à une hausse de volonté de prendre l'initiative, c'est-à-dire la technologie a éveillé notre imagination,
Il a mis en contact les gens isolés mais partageant les mêmes valeurs. Toutes les technologies de pointe sont à notre disposition. Nous pouvons non seulement nous plonger dans un champ d'études quasi vierge, mais prometteur, mais aussi combiner les différents savoirs de base pour construire de nouveaux prototypes. On pourrait presque dire que tout le monde est ingénieur et entrepreneur en herbe. Quant aux jeunes moins ambitieux qui se contentent de trouver un emploi, je pense que il est essentiel de rester curieux et engagé dans l'apprentissage continu pour réussir dans cette marché de travail en constante évolution. Il est clair que l'utilisation de IA, la mise en place des plateformes numériques, la collaboration à distance sont quasi monnaie courante dans les entreprises internationaux modernes. Les jeunes générations sont donc obligées d'acquérir un ensemble de compétences telles que la programmation, l'analyse des données, les compétences en cybersécurité, une qualité de base selon moi, mais souvent sous-estimée. Et la plus importante, c'est la compétence en communication interpersonnelle. L'empathie, la sociabilité, etc. Et le dernier point que je veux souligner, désolée, c'est l'esprit critique. Comme l'indique Sartre, l'homme est plongé et condamné à la liberté. Tout le monde est responsable de ce qu'il fait. À l'arrivée de l'ère de nouvelle génération, de la nouvelle révolution industrielle, nous sommes de nouveau placés dans ce carrefour pour définir qui nous sommes et qui nous aspirons à devenir. En tout cas, je vois bien que ça vous donne du travail et ça vous donne à beaucoup de réflexions philosophiques même. C'est vrai que c'est des changements assez radicaux qu'on doit s'adapter. Énile, je vous laisse conclure parce que vous travaillez vraiment au centre de cette évolution sur l'IA générative. Donc, comment voyez-vous ces changements ? Il faut tout d'abord préciser que la plupart des gens ont appelé 2023 l'ère de l'intelligence artificielle, alors que l'intelligence artificielle, machine learning, etc. sont développés depuis environ 10 ans. Google DeepMind et même toutes les compagnies en Chine opèrent tous les commandes qu'on fait sur Internet pour recevoir notre repas en 30 minutes. Ou nos paquets le même jour de Jingdong, tout ça c'est du machine learning. Ils apprennent sur la base de leurs utilisateurs et sont capables de fournir en temps et en heure. La deuxième chose que je veux préciser, je pense que c'est assez clé, c'est que l'IA avant était dans le background, dans une plateforme, et nous facilitait la vie. Donc personne vraiment ne touchait à l'IA, sauf les ingénieurs. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde pense qu'aujourd'hui c'est l'année de l'IA? Finalement, l'IA sort, c'est pas vrai. Mais à cause de ChatGPT en novembre dernier et toutes les applications qui sortent depuis, tout le monde a l'impression que c'est une nouvelle ère, alors que c'est une seconde étape. Et c'est à nous de voir comment cette seconde étape, la façon qu'on touche la technologie très directement, chaque individu, chaque employé. Ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience de pourquoi on l'utilise, quand on l'utilise. Des fois, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas dépendre de quelque chose? On veut quand même l'utiliser d'une bonne façon, qui ne nous nuit pas. Voilà. Alors, je vous remercie. Merci à tous d'avoir partagé vos points de vue et votre expérience avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.